Monsieur le Président, je voudrais simplement rappeler que la décision que vous avez inspirée et obtenue, je parle de la majorité, nous a amené la Cour constitutionnelle a dit exactement ceci. Les groupes parlementaires constitués après l'élection du bureau de l'Assemblée nationale demeurent le seul étalon de la configuration politique de l'Assemblée nationale. Que la désignation des représentants de l'Assemblée nationale au sein des institutions nationales, ainsi que dans les instances sous-régionales, régionales, panafricaines ou internationales, doit être faite sur la base de cet unique étalon. Ça s'entend. Alors, quand nous observons, quand nous regardons l'option qui est faite ici, on a l'impression qu'un choix est déjà fait. Et par rapport à ça, je souhaiterais que nous puissions revenir sur ce choix-là et faire l'option du choix au niveau des groupes parlementaires. C'est pour la première fois. Si on a eu cette occasion-là, on doit d'abord s'estimer heureux. Parce que ce qui était la pratique, pas en contradiction avec les tests du moment, c'était que le bureau désigne et envoie. Et quand on dit le bureau désigne, l'article 18 précise le mot de désignation 18.1.c. Il dit les désignations des membres des dites institutions au scrutin secret. Quand vous n'avez pas la majorité au bureau, quand vous allez pour vous faire élire, là, on vote en disant la liste minoritaire, là, il faut lui donner quand même quelques voix. Très honnêtement, lorsqu'on me demande qu'il faut attribuer un à droite, à gauche, comme ça s'est passé en commission, qui va désigner le juriste? Comment ça se fera? On est allé jusqu'à souhaiter qu'on fasse ce tirage au sort. La République ne se gère pas de cette façon. Depuis la création en 1990 de la HAC, c'est le bureau de l'Assemblée nationale qui désigne à travers la majorité qui constitue là-bas. L'âme principale de la politique, c'est la négociation. Ce n'est ni la quantité d'outrance, ni la violence qui, aujourd'hui, dans un régime démocratique, constitue l'âme principale. L'âme principale, c'est la négociation. Et si on n'y a pas pensé, si on ne l'a pas fait, et qu'on est dans la situation où on se trouve, ça nous apprend une chose. Soit dans l'amélioration des textes, qu'on règle certains problèmes qui n'ont pas été réglés, ou que, face à ce genre de situation, que nous trouvions les moyens d'avoir des passerelles entre les différents groupes pour pouvoir négocier. J'ai rencontré le chef de l'État. Et comme disait le président Zissou, le Bénin n'a pas fini d'étonner et de s'étonner. Au bout d'une longue discussion, le président Talon est disposé à faire baisser la tension dans le pays. Deux points majeurs méritent d'être soulignés. Premièrement, il mettra tout en œuvre, malgré les difficultés prévisibles, pour revenir aux lois. Deuxièmement, il est aussi disposé à examiner favorablement et dans les meilleurs délais. C'est là peut-être le résultat des médiations de la CEDEAO, des Nations Unies, de nombreuses ambassades, de toutes les composantes de la nation et naturellement du dynamisme de l'opposition. Je salue la bravoure de M. Tiani, du général Tiani. Maintenant, on ne peut pas toujours accepter qu'entre le Bénin et le Niger, il y ait toujours une crise. Hein? Traditionnellement, nous sommes ensemble et nous serons toujours ensemble. Je salue la démarche des anciens présidents, son Excellence, M. Dicéphore Dieudonné Seglo et M. Yahi Boni. Et ils ont agi en
adulte, ils ont agi en parrain. Nous sommes civilisés. En Afrique, nous sommes civilisés. Quand nous parlons de la tradition africaine, c'est une très bonne tradition. On ne se lève pas quand le grand vient, on s'abaisse. Ce que M. Tiani a fait par rapport aux anciens présidents du Bénin. Vous avez vu comment il a reçu les deux présidents. Il les a reçus majestueusement, hein, avec tout respect. Monsieur Tiani, bravo à vous, merci à vous. Vraiment, je salue d'abord le courage et l'amour du président Tiani qui a accepté ses aînés, c'est-à-dire les anciens présidents béninois qui sont venus chez lui demander quelque chose, il a accepté. Je lui dis merci, merci et merci. Et de deux, je salue particulièrement les deux anciens présidents du Bénin pour leur démarche salutaire. Sincèrement, c'est la preuve que ces deux-là aiment ce pays. Je pense que nous avons de bonnes valeurs africaines. Sincèrement, ce qu'il a dit, il a été clair et net. C'est ça l'Africain. C'est ça le Nigérien surtout. C'est ça l'éducation. C'est la preuve que le président Tiani, depuis sa base, il a été bien éduqué. Quand tu vois ton aîné venir chez toi te demander quelque chose, mais tu es obligé de l'accepter. Sincèrement, je lui dis merci et encore une fois merci. Il y aura une rencontre tripartite. Deux États avec les médiateurs. Et on souhaite que ça soit fructueux, que les échanges soient fructueuses et qu'il y a du positif sort. Et c'est ce que nous on souhaite. Vous savez, au début, le président Tiani du Niger, il était toujours campé dans sa position, son refus de rouvrir les frontières. Mais maintenant, il semble qu'il a un peu revu sa position. Et je pense que, tel que je suis en train de voir les choses, il va céder, mais à des conditions. Vous savez, ce qui fait un peu le succès de cette médiation, ce n'est pas le président Talon qui les a envoyés. C'est une initiative personnelle. Et c'est pourquoi cette mission a connu un relatif succès. Donc on souhaite rétablir le dialogue entre ces deux pays pour que les liens de fraternité et les affaires qui se faisaient reprennent. Tiani, c'est un jeune. Et il a la crainte de Dieu. Il a la crainte de Dieu. Et il sait que Soglo est son papa. Si Yaïboni ne l'est pas, Soglo l'est. Vous voyez, non? Et il sait que la vie, tout est éphémère. Même le pouvoir est éphémère. Tu vas faire et tu vas laisser un jour. Tiani sait. Ce qui veut dire que c'est un grand croyant, un vrai croyant. Et il a accepté la doléance de ces deux papas-là. Ce n'est pas qu'il a accepté. Il a dit que la tradition africaine lui donne l'obligation de respecter ces doléances. Ce n'est pas seulement de les recevoir. Parce qu'il peut les recevoir, ils vont parler, et tout sera jeté dans les oubliettes. Mais il a dit qu'il a l'obligation d'accepter et de marcher sur ce que les deux papas ont dit. Je le remercie. Et je lui dis que les membres de nos ancêtres vont le garder. Même s'il n'est pas président, les membres de nos ancêtres vont le garder à vie. C'est qu'il va vieillir les cheveux blancs avant de laisser cette terre. Parce qu'il a la crainte de Dieu. Je le remercie beaucoup pour ces propos-là qu'il a tenus. C'est un exemple qu'il a montré aux autres présidents qui ne respectent pas. Aux autres présidents africains qui ne respectent pas leurs aïeuls, qui ne respectent pas leurs ancêtres. Les réseaux sociaux sont des canaux aujourd'hui desquels nous pouvons nous départir. En ce sens que déjà ça nous réduit le coût de communication. Par le passé, pour avoir accès à l'information, il faut passer par des personnes interposées. Aujourd'hui, c'est plus facile. La communication, les aspects publicitaires, le transfert des courriers, par exemple, aujourd'hui, se fait aussi facilement. Pour ce que j'exploite au quotidien, je peux déjà dire ça. Comme le nom même le dit, on dit réseaux sociaux, ça voudra dire que c'est pour rassembler du monde, c'est-à-dire pour intégrer la société dans un univers virtuel. Donc tout ce qui rassemble le public, tout ce qui nous met ensemble, je pense que c'est utile pour nous. Déjà, en ce sens,
Et l'autre sens, c'est qu'à travers les réseaux sociaux, nous échangeons, nous partageons du contenu avec nos proches et nous partageons des informations. Nous prenons connaissance de notre environnement immédiat et nous sommes en fait intégrés à notre univers sans forcément être ensemble physiquement. C'était la tâche aux commerçants de faire des transports oiseux. Ce que je dis par là, de faire des transports sans entente de fournisseur. Par les réseaux sociaux, il peut communiquer avec son fournisseur pour avoir des programmes fixes. Ou ça peut faciliter aussi la tâche aux commerçants de garder son argent à l'abri dans une banque. Ça pourra aussi faciliter la tâche d'avoir des informations sur le marché en tant qu'un commerçant. S'il y a le prix élevé, il peut communiquer avec son fournisseur par les réseaux sociaux. Ça permet à la couche juvénile de s'approprier facilement les informations que par le passé nous n'avons pas. Ils ont des informations que nous parents ne détenons même pas. Je pense que c'est un avantage. Ça suppose quoi? Les enfants n'ont pas besoin de voyager forcément aujourd'hui avant d'être au parfum de ce qui se passe dans le monde entier. C'est très important. C'est très important. En tant que financier, je raisonne déjà en termes de flux. Par le passé, vous avez besoin peut-être de solliciter une agence de communication pour vous faire connaître dans votre activité. Mais aujourd'hui, il suffit je choisis un Facebook, vous publiez vos services via Facebook gratuitement même. C'est important. TikTok, c'est une plateforme qui connaît une expansion terrible. Terrible. Du fait de la visibilité, du fait de l'intérêt qu'accordent les gens, peut-être via les divertissements par lesquels les gens aspirent, on découvre d'autres choses au-delà des divertissements sur ces réseaux sociaux. C'est vrai que les réseaux sociaux ont aussi un impact économique parce que non seulement ça réduit les transactions qu'on fait, mais ça nous permet également de générer du revenu à travers des produits qu'on peut vendre. On peut vendre des produits sur les réseaux sociaux. On peut créer des boutiques sur Facebook par exemple. Il y a une maquette, il y a une interface pour vendre des produits. Donc à travers ces outils qui sont créés sur les plateformes sociales, on peut générer du revenu. Mais il y a également le phénomène des influenceurs qui vendent plutôt des services, des produits et également des services. Donc à travers leur audience, des annonceurs leur présentent des produits qu'ils présentent à leur public. Ça ne reste pas sans conséquence sur la vie des êtres humains. L'isolement aujourd'hui, un père de famille rentre à la maison, il est accroché à son téléphone, il n'a même pas du temps de communiquer avec sa famille, c'est pas bien. C'est pas bien parce que les échanges, ils vont aussi de l'intérêt de la famille, du couple. Vous rentrez à la maison, madame aussi scotchée à son smartphone, difficile de communiquer. Et sans la communication, je ne pense pas qu'on puisse asseoir un foyer digne en termes d'expérience. L'expérience via les réseaux sociaux ne sont pas forcément des expériences qui pourront aider à l'édifice, à la consolidation du couple. Après 4 jours de festivités, la foire de la banane s'achève en Angola. Agriculteurs locaux, associations et coopératives de plusieurs municipalités se sont jointes aux représentants du secteur de d'autres régions du pays pour échanger sur l'expansion du marché et leurs forces de production. Nous allons continuer à produire et à investir dans la transformation de la banane afin de profiter de toute la chaîne de production. Cette 10e édition a dépassé les attentes des organisateurs en termes d'affluence et de gains. Nous allons continuer à produire et à conquérir des marchés. Notre philosophie de fonctionnement prévoit une production à 70% pour le marché intérieur et à 30% pour l'exportation.
Nous exportons dans divers pays, en Europe, Afrique du Sud, Namibie, République démocratique du Congo aussi, en Russie. Et nous allons continuer à produire et à conquérir des marchés. Depuis que le président João Lourenço a lancé le défi de la diversification de l'économie angolaise par l'agriculture, la banane est devenue le diamant vert d'Angola pour diversifier l'économie. Les prix sont abordables. Un régime de banane coûte 2000 ou 3000 kwanza. Vraiment, je suis très satisfaite. La concurrence dans le secteur de la production de bananes sur le continent est très forte. Certaines entreprises investissent dans de hautes technologies pour augmenter leur production. Nous avons apporté une forte quantité de bananes provenant de la municipalité de Nambongongo. Il y a une très forte concurrence, mais la foire se passe très bien. L'Angola est le plus grand producteur de bananes d'Afrique et le 7e au monde, avec une offre de plus de 4 millions de tonnes par an, selon les données de la FAO. L'armée israélienne a ordonné une nouvelle évacuation à Gaza dans les zones de Khan Younes et de Rafah. Une épreuve de plus pour des centaines de milliers de Palestiniens déjà déplacés. Les hôpitaux ont sorti leurs patients à la hâte, à l'extérieur, en attendant leur évacuation. Les médecins font face à un défi logistique de taille pour mettre à l'abri les appareils de radiologie et leur matériel médical. Nous avons reçu un ordre d'évacuation hier soir pour certaines zones. L'hôpital européen est situé dans un quartier qu'il faut évacuer. Depuis hier, nous transférons du matériel médical et des équipements de valeur car ce sont les seuls disponibles pour la bande de Gaza. Il faut sauver du matériel d'endoscopie abdominale, des appareils de radiographie et d'échographie, ainsi que des cathéters. Nous sommes occupés à déplacer rapidement toutes ces machines. Sam Rose, directeur de la planification à l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, estime que 250 000 personnes, soit plus de 10% de la population de Gaza, se trouvent dans la zone d'évacuation. Les évacués ont été dirigés vers un camp de tente le long de la côte déjà surpeuplé et manquant des services de base. En Haïti, le nombre d'enfants déplacés a augmenté de près de 60% depuis mars, soit l'équivalent d'un enfant par minute. En cause, la violence persistante des gangs armés. Près de 600 000 personnes, principalement des enfants, sont désormais des déplacés internes. Dans ces conditions, ces derniers sont de plus en plus exposés à la violence, à l'exploitation et aux abus. Dans les camps, les humanitaires déplorent des conditions d'hygiène médiocres, augmentant le risque de maladies comme le choléra. Alors que 90% de la population haïtienne vit dans la pauvreté, le mois dernier, une tornade a détruit des centaines de maisons à bassin bleu. Rétablir l'ordre est une priorité, mais en cette saison cyclonique particulièrement active, le gouvernement de Gary Conil doit également réformer un système de santé vulnérable. Mènent des combats acharnés avec un seul objectif, la destruction totale du Hamas. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré qu'Israël était sur le point d'éliminer ce qu'il a décrit comme l'armée terroriste. Je suis rentré hier d'une visite de la division de Gaza. J'ai vu les grandes réalisations des combats qui se déroulent à Rafah. Nous approchons de la fin de la phase d'élimination de l'armée terroriste du Hamas. Nous continuerons à détruire ses vestiges. Le dirigeant israélien a affirmé à plusieurs reprises l'engagement de son gouvernement à détruire les capacités militaires et administratives du Hamas. J'ai également été très impressionné par les réalisations en surface et sous terre, par l'esprit combatif des commandants. Avec cet esprit, nous atteindrons tous nos objectifs, à savoir récupérer les otages, éliminer les capacités militaires et gouvernementales du Hamas, faire en sorte que Gaza ne constitue pas une menace et que les habitants du Sud et du Nord rentrent chez eux en toute sécurité. Depuis le début de la guerre, les offensives terrestres et les bombardements israéliens ont tué plus de 37 700 personnes à Gaza.
Le plus haut tribunal des Nations Unies a conclu à l'existence d'un risque plausible de génocide à Gaza, une accusation qu'Israël nie fermement. Plus d'une semaine après l'annonce explosive du projet de loi de finances visant à instaurer de nouvelles taxes au Kenya, les manifestations anti-gouvernementales continuent. Le pays est toujours plongé dans le chaos. Dans la capitale, à Nairobi, des affrontements entre forces de l'ordre et manifestants ont éclaté une nouvelle fois ce mercredi. La police anti-émeute a tiré des gaz lacrymogènes sur des manifestants. Des nuages de gaz ont flotté sur le centre-ville de Nairobi après que des manifestants ont mis le feu sur la route principale traversant le centre de la capitale et ont jeté des pierres sur la police dans le quartier central des affaires. Depuis la semaine dernière, le projet de loi a déclenché des troubles meurtriers. Après plusieurs journées de mobilisation, au moins 39 personnes sont mortes dans les manifestations, selon la Commission nationale kenyane sur les droits humains. Les manifestations contre le projet de loi sur les finances se poursuivent au Kenya, où malgré l'engagement du président William Ruto de ne pas ratifier la loi, la colère des citoyens reste vive. À Nairobi, la police a intensifié l'usage de la force ce mardi, tirant des gaz lacrymogènes et des balles réelles, selon les manifestants. Nous connaissons le bruit des balles en caoutchouc. Ils utilisent des balles réelles. La police devrait nous protéger, mais ils nous tuent. Ce n'est pas juste. Ils devaient simplement utiliser des gaz lacrymogènes, mais ce sont des vraies balles. Que veulent-ils? Nous tuer? Si c'est ça, alors William Ruto doit partir. Les manifestations ont déjà coûté la vie à 39 personnes selon la Commission nationale des droits de l'homme du Kenya, bien que le président ait avancé un bilan de 19 morts. Face à la montée des tensions, William Ruto a proposé d'engager un dialogue avec les jeunes et de réduire les dépenses de son bureau. Cependant, l'opposition et les manifestants demeurent sceptiques quant à la sincérité et à l'efficacité de ces mesures. Alors que la Russie prend la présidence du Conseil de sécurité des Nations Unies pendant le mois de juillet, le représentant permanent du pays auprès de l'ONU, Vassili Nebenzia, s'est adressé aux journalistes lundi au sujet notamment de la guerre en Ukraine. La Russie a mis en garde contre tout envoi d'armes au pays qui se bat contre l'invasion russe depuis février 2022. Nous décourageons tous les pays qui ne l'ont pas encore fait de fournir des armes à l'Ukraine. Le destin de ces armes qui seront finalement exportées vers l'Ukraine à partir de n'importe quel pays est clair. Elles seront détruites comme les autres armes que l'Occident et les États-Unis fournissent à l'Ukraine. Mais je présume que la décision qui pourrait être prise sur la question peut bien sûr avoir certaines conséquences politiques. L'ambassadeur russe s'est exprimé sur la fracture géopolitique et la réforme du Conseil de sécurité. Nous disons qu'en effet le monde en développement, ce que l'on appelle le monde en développement ou plutôt le Sud global, en particulier l'Afrique, est sous-représenté au Conseil de sécurité, alors que l'Occident collectif, comme je l'appelle, y est surreprésenté, ce qui ne reflète pas l'état actuel de la géopolitique mondiale. Ces processus sont donc en cours. C'est douloureux pour certains d'entre eux, mais ils continueront à façonner la géopolitique pour l'avenir. Le 16 juillet aura lieu un débat ouvert sur la coopération multilatérale pour un ordre mondial plus équitable, démocratique et durable. La Turquie mène une médiation entre la Somalie et l'Éthiopie afin d'apaiser les tensions diplomatiques entre les deux pays voisins d'Afrique de l'Est. Lundi, les ministres somaliens et éthiopiens des Affaires étrangères ont eu un échange franc et cordial, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères de Turquie.
Les deux pays entretiennent des relations délétères depuis que l'Éthiopie a signé un protocole d'accord avec la région séparatiste du Somaliland en janvier, ce que la Somalie a considéré comme une atteinte à sa souveraineté et à son intégrité territoriale. Ce protocole devrait permettre à l'Éthiopie d'accéder à la mer en passant par le Somaliland et en contrepartie, l'Éthiopie devrait reconnaître le Somaliland comme un pays indépendant. Une deuxième séance de discussion est prévue à Ankara, la capitale turque, le 2 septembre.